Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info pour ce journal dominical dont je vous propose de découvrir tout de suite le sommaire. En ce jour de fête nationale française, Jean Dossonville, ambassadeur de France à Monaco, sera notre invité. Nous évoquerons notamment avec lui les grands dossiers en cours entre la France et Monaco et l'état cordial des relations entre le prince Albert II et le président Macron. Elle est légendaire et incarne à elle seule la Dolce Vita. La Fiat 500 était à l'honneur pendant 2 jours sur le port Hercule et à travers Monaco. Reportage à suivre dans ce journal. La saison estivale des ventes aux enchères bat son plein à Monaco. Retour sur l'événement Antiquorum et ses montres d'exception. La Société des Bains de Mer ne manque pas d'idées et de projets. Cette semaine a été inauguré le restaurant l'Abysse Monte Carlo, un projet commun avec le chef triplement étoilé Yannick Aleno, alors que nous fêtions également les 5 ans du One Monte Carlo. La mer que l'on admire, omniprésente tout autour de nous, était au cœur de la semaine d'actualité écoulée. La première session estivale de l'Académie de la mer s'est achevée vendredi. Dans le même temps, la découverte des fonds marins grâce à la plongée est une activité qui plaît énormément en cette saison. Nous avons suivi le club d'exploration sous-marine de Fontvieille en action. Dans une semaine, jour pour jour, la dernière étape du Tour de France 2024 partira de Monaco pour rejoindre Nice. Un contre-la-montre sera disputé pour une arrivée finale sur la promenade des Anglais, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Pour marquer ce bel événement en principauté, une exposition photo a été installée sur les grilles des Jardins Saint-Martin. Ces clichés racontent l'histoire entre Monaco et la Grande Boucle. Le prince Albert II l'a découverte hier. On peut y voir jusqu'au 31 août 19 photos, dont la grande majorité signées de Charlie Gallo de la direction de la communication. Ces instantanés retracent les multiples passages de la Grande Boucle à Monaco depuis 85 ans, la principauté l'ayant déjà accueillie à 11 reprises depuis 1952 et a été ville-étape 6 fois. Le Tour de France, qui est donc un trait d'union entre la principauté et son pays voisin, mais c'est loin d'être le seul. Les dossiers transfrontaliers sont nombreux et l'amitié est bien réelle entre les deux pays. En ce 14 juillet, jour de fête nationale française, nous recevons en plateau Jean Dossonville, l'ambassadeur de France à Monaco. Jean Dossonville, bonsoir. Bonsoir. Alors, Excellence, ces célébrations du 14 juillet, elles coïncident presque quasiment à votre première année de prise de fonction en tant qu'ambassadeur de France à Monaco. Quel bilan dressez-vous de cette première année ? C'est mon premier 14 juillet. C'est un premier 14 juillet heureux pour moi parce que je suis heureux d'être à Monaco. Je voudrais d'abord remercier les autorités monégasques de leur accueil, de leur coopération. C'est une année aussi à Monaco qui a été un peu particulière parce qu'il y a eu des moments de tension, de crise, mais qui finalement aura, pour ce qui me concerne, contribué aussi à rapprocher nos deux pays, France et Monaco. Je crois que jamais cette expression de communauté de destin n'a eu plus de sens à la fois symbolique et pratique. Oui, parce que cette année, elle a été marquée par de nombreux témoignages d'amitié entre la France et Monaco. Le prince souverain a été fait commandeur de l'Ordre du Mérite agricole. Et puis le président Macron a tenu également à lui envoyer plusieurs messages réguliers. On a une réelle proximité entre nos deux chefs d'État. Ils se voient souvent. Le prince souverain sera bientôt à Paris pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Et lorsqu'il a pris des décisions énergiques pour faire la clarté autour de lui, il a reçu le soutien affirmé et répété du président de la République, par lettre, par courrier, par la voix de l'ambassadeur également. Vous mentionniez que le président lui avait remis récemment les insignes de commandeur du mérite agricole, c'était le 12 mai dernier. C'est aussi en fait un témoignage de proximité. Et aussi de la part du prince, d'amour et d'affection pour l'art de vivre à la française, pour la terre, pour l'agriculture française.
Il y a aussi un point tout particulier, un déplacement qui est très attendu. On a beaucoup parlé d'une visite hypothétique du président Macron avant la fin de l'année à Monaco. Alors, est-ce que le contexte politique actuel, inédit en France, pourrait compromettre cette visite ou est-ce qu'elle pourrait rester d'actualité malgré tout ? Non, le principe de la visite d'État reste absolument sur la table. D'abord parce que c'est une décision qui incombe au président de la République et que lui a fait savoir qu'il viendrait avec plaisir ici à Monaco. Le prince a fait savoir aussi qu'il souhaitait d'abord le recevoir. Donc les Jeux Olympiques, les 80 ans du débarquement en Normandie le 6 juin dernier, les élections européennes en fait ne permettaient pas de faire ce déplacement convenablement. L'objectif reste le même. Et derrière aussi, en retour, il y a l'idée d'une visite d'État du prince à Paris l'année d'après, chose qui ne s'est jamais faite à ce niveau protocolaire. Et ce double moment est très important pour la relation bilatérale. Il est très important parce que d'abord le président Macron n'est jamais venu à Monaco depuis son élection et il a à cœur de le faire. Et puis le prince Albert II est venu plusieurs fois à Paris en visite officielle, mais jamais avec les plus hauts égards rendus à un chef d'État. J'ai mentionné ce climat actuel en politique après donc le scrutin des législatives. Comment le corps diplomatique français le vit-il ? Est-ce que cela a une incidence ou pas encore ? Au fond, le corps diplomatique est un pas vide parce que nous sommes faits pour servir le pays, donc nous servons la République française, le président de la République, le gouvernement, l'État. Et pour autant que la Constitution et les lois soient respectées, nous n'avons aucun commentaire à faire sur les orientations. Nous pouvons donner des conseils sur les orientations internationales de la politique étrangère. Et le président de la République lui-même signe, ratifie les traités, donc il est lui-même un garant de la continuité de l'action de l'État à l'international. Quels sont aujourd'hui les grands dossiers qui se trouvent sur le bureau de l'ambassadeur de France à Monaco ? Ma première priorité, c'est peut-être cette visite d'État. C'est-à-dire, je serai un inlassable avocat de cette visite d'État. Il y a naturellement aussi l'accueil du prochain ministre d'État. M. Dartout s'en va, M. Guillaume arrive. Il y a la question aussi, moi, qui me préoccupe beaucoup, des salariés français qui travaillent à Monaco. Alors je pense aux pendulaires. Je parlerai la question des transports qui est prégnante. Bien sûr, des transports. C'est certainement une question qui sera évoquée lors d'une visite d'État. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses ? Et puis, il y a aussi tous ces Français qui travaillent à Monaco pour le service public monégasque. Je pense aux soignants, service public de la santé, je pense aux enseignants, je pense aux magistrats, aux forces publiques, les policiers, les pompiers, les carabiniers. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux ? C'est une chance pour eux de servir ici à Monaco, c'est un honneur. Mais ça n'est pas quelque chose qui est si évident que ça, parce qu'en fait, ce sont des ressources humaines qui sont rares. Ils appartiennent tous à des professions qui sont très demandées en France. Vous voyez, on parle du désert médical en France, on parle des écoles, les magistrats, on a des délais de traitement des dossiers qui sont très longs en France. Donc ils apportent une véritable contribution au service public monégasque, mais ils sont aussi le signe, pour le coup, d'un soutien indéfectible de la République française à la principauté de Monaco. Quel est le sens du message en ce 14 juillet que vous souhaitez délivrer à cette communauté française de Monaco et même au-delà, à la principauté ? Je crois que le 14 juillet, c'est d'abord un moment de retrouvailles, de rassemblement. C'est un moment de concorde et de fraternité. Notre devise républicaine, c'est liberté, égalité, fraternité. La fraternité, c'est le respect a priori du prochain. Et dans un moment de tension politique que traverse la France aujourd'hui, c'est important de rappeler à nos concitoyens que ce qui les fonde comme citoyens, c'était aussi le respect du prochain, a priori, et des opinions politiques des autres, y compris celles qu'on ne partage pas ou pas du tout. Le 14 juillet, en fait, c'est à la fois le rappel de la prise de la Bastille, c'est-à-dire l'insurrection populaire contre l'arbitraire royal, mais c'est aussi le 14 juillet 1790 qui était la fête de la Fédération. C'est le moment où tout le monde se retrouve, donc c'est aussi le moment de l'unité nationale, de la réconciliation, de la fraternité, et c'est ça
le sens pour moi du 14 juillet. Et ce sera une belle conclusion. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, d'avoir accepté notre invitation à l'occasion des célébrations du 14 juillet. Merci de m'avoir invité. Une pensée dans ce journal pour l'Italie aussi et sa Dolce Vita, un rassemblement international des légendaires petites voitures italiennes, les Fiat 500 intergénérationnelles, s'est tenu ce week-end. Si samedi les voitures exposées sont parties en excursion sur les routes du Rallye Monte-Carlo, ce dimanche après-midi, une parade était organisée dans les rues de Monaco sur le circuit de Formule 1. Justin Hadel et Hugo Comasa y ont assisté. Elles ne passent pas inaperçues. Elles viennent de toute l'Europe et elles se retrouvent ici, à Monaco. Ce rassemblement permet ainsi de réunir les curieux et les passionnés de cette fameuse Fiat 500. C'est quelque chose qui nous donne à tous les membres du club une grande satisfaction parce qu'en effet, nous avons eu un très grand succès du public et des voitures. Hier, nous avons eu quelque chose comme 6000 visiteurs approximativement, sûrement ils sont plus. Aujourd'hui, nous sommes plus ou moins à 3000, 3500. Et au niveau de participation des voitures, hier, on a eu sur les quais 45 voitures. Aujourd'hui, nous sommes dans le nombre de 51, 52. Près de 10 000 visiteurs, en 2 jours, satisfaits de pouvoir assister à un événement comme celui-ci, et ce, gratuitement. C'est quand même une exposition de jolies voitures qui datent de l'époque, donc c'est intéressant de toujours voir. Et comme dans la famille, on aime bien tout ce qui est les voitures et tout ça, le sport automobile, c'est l'occasion d'être présente et de regarder, quoi. Tout le monde y a accès, etc. Et c'est vraiment chouette pour découvrir le sport auto, c'est vraiment cool. Et pour permettre à ces visiteurs de s'émerveiller, il faut forcément des passionnés prêts à faire parfois plusieurs centaines de kilomètres avec leur titine. Écoutez, c'est la première fois qu'on participe à un événement comme ça avec justement notre première Fiat 500. Voilà. Et donc c'est plutôt une expérience agréable puisqu'on croise pas mal de gens, beaucoup de passionnés de voitures. Et donc c'est un univers qu'on ne connaissait pas beaucoup avant d'acheter cette voiture-là. Mais c'est très 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 cool. En plus, beau soleil, belle journée. Un beau soleil qui a permis d'assurer le bon déroulement de la parade en ville, mais aussi du concours d'élégance. Un événement qui n'aurait pas pu se dérouler sans les nombreux partenaires monégasques. Hier après-midi se tenait à l'hôtel Métropole une vente aux enchères de la maison Antiquorum. Spécialisée dans l'horlogerie, elle proposait plus de 200 modèles de montres différents pour le plus grand bonheur des collectionneurs et des passionnés. Un reportage d'Anaël Marquez et Lionel Bernardi. Rolex, Patek Philippe, Corum ou encore Omega, ces marques font rêver les amateurs de montres. Et la maison de vente aux enchères Antiquorum le sait bien. Fondée en 1974 à Genève, elle est la première au monde à s'être spécialisée seulement dans la vente d'horlogerie de collection. Et c'est à Monaco que la maison a organisé sa dernière vente aux enchères, un choix qui n'est pas anodin. Pas de revient online, une fois, 2 fois, j'adjuge à 6000. Antiquorum était une des premières maisons de vente spécialisées en horlogerie à être à Monaco. Il y a déjà plus de 20 ans, donc on est vraiment les premiers à venir à Monaco. C'était un endroit qui était important pour nous d'être sur la Riviera. Enfin, Monaco, c'est des gens qui aiment bien les belles autos, on va dire les beaux souliers et puis les belles montres surtout. Et les passionnés de montres prestigieuses étaient bien là, dans la salle, en direct sur Internet ou encore au téléphone pour faire monter les valeurs des lots. L'objectif, mettre la main à tout prix sur les plus rares. Vous avez à la fois de la montre bracelet, la montre de poche, on va dans les marques les plus célèbres comme Patek Philippe, comme Audemars Piguet, mais aussi évidemment des Rolex. Alors avec les Rolex, toutes les Rolex iconiques qu'il peut y avoir, ça peut être à la fois la Comex, à la fois la montre Paul Newman. On a quelques pépites assez intéressantes dans cette montre. Et on a un peu de show-off aussi, avec des montres comme Franck Muller, entièrement pavées de diamants. On a vraiment tout le monde de l'horlogerie qui est représenté sur ces quasiment 250 lots. Au total, ce sont précisément 242 modèles, aussi remarquables les uns que les autres, qui ont été présentés aux enchérisseurs, de quoi célébrer dignement les 50 ans de la maison Antiquorum. Adjugé au 59.
Quartier lové entre la place du Casino et l'hôtel Hermitage, le Carré d'Or abrite le One Monte-Carlo depuis 5 ans maintenant. Érigé à la place du Sporting d'hiver, ce lieu résidentiel ultramoderne s'étend sur 60 000 mètres carrés et est un lieu de vie très apprécié. Les 5 ans du One Monte-Carlo, c'est un Focus Info de Sarah Inkari. 6 immeubles résidentiels haut de gamme, un immeuble de bureaux, 24 boutiques de luxe, un restaurant, un centre de conférences et une galerie d'art. C'est le résumé en chiffres du One Monte-Carlo inauguré par la Société des Bains de Mer en 2019 en présence du couple princier. Un nouveau chapitre dans l'histoire de la SBM s'ouvrait alors. Aujourd'hui, 5 ans après, le directeur de ce complexe luxueux affiche un sourire rempli de satisfaction. Le domaine résidentiel a certainement un grand succès puisque tous les appartements sont occupés aujourd'hui. Je ne parle pas des boutiques, des shoppings, puisque toutes les boutiques ont des beaux commerciaux et je crois qu'il y a encore une liste d'attente malgré les autres développements du groupe. Sur le plan plus événementiel, nous avons la chance d'avoir un espace qui est très modulable, qui est très adaptable, qui peut être privatisable, c'est-à-dire on a beaucoup de manifestations qui souhaitent privatiser l'ensemble des salles. Nous avons plusieurs salles, nous avons au total 6 salles, donc une salle des arts qui était la reproduction de la salle des arts historique du Sporting d'hiver, qui a été une des conditions d'acceptation de ce projet. Et ensuite nous avons un amphithéâtre, 3 salles de sous-commission, et tout ça peut soit être loué de manière indépendante, séparée, soit être privatisé. En toute intimité, la maison Chanel a par exemple privatisé les lieux il y a quelques semaines pour présenter sa nouvelle collection de haute joaillerie. La scénographie était spectaculaire. C'est une manifestation qui a duré 1 mois complet, avec 12 jours de montage, 24 heures sur 24, 100 personnes, c'était une vraie chorégraphie. C'était très professionnel et pour nous c'était une expérience unique parce que ça a été elle restera dans l'histoire je pense du centre définitivement. Si le One Monte-Carlo était également à l'époque un tout nouveau quartier dédié à la mode avec la cohabitation en un même lieu de 4 des plus prestigieuses maisons de luxe, Cartier, Louis Vuitton, Chanel et Fendi, c'était aussi un nouveau quartier résidentiel attendu avec la création de 37 appartements de 60 à 800 mètres carrés. Il y a donc 6 immeubles d'appartements et au sommet de chacun de ces 6 immeubles, il y a un triplex avec une piscine privative. On a décidé de faire plutôt des grands appartements parce que ça correspondait à notre clientèle, une clientèle de famille qui recherchait des appartements pour vivre à l'année à Monaco. Au-delà de jouir d'un appartement haut de gamme avec dressing, belle hauteur sous plafond et matériaux nobles, ce sont surtout les services mis à la disposition des locataires qui revêtent un caractère exceptionnel. Les résidents ont évidemment un service digne d'un palace. Et ça, c'est aussi notre marque de fabrique dans la Société des Bains de Mer. Donc on leur propose conciergerie et service voiturier 24 heures sur 24. Également, on propose un service de room service, puisqu'on a nos restaurants qui sont juste à côté du One Monte-Carlo et même dans le One Monte-Carlo. Et donc, ils peuvent commander la restauration à domicile. Et évidemment, aussi service blanchisserie. On a notre propre équipe pour faire le ménage dans les appartements. Donc, de quoi répondre à toutes leurs attentes. Pour les petits creux, un restaurant ne pouvait manquer à cet espace. Alors, les équipes de la SBM ont fait appel au talent du chef doublement étoilé Marcel Ravin pour élaborer la carte de cette nouvelle adresse qu'elles ont choisi de baptiser Madawan. Explication. C'est en lien avec notre chef, Marcel, et son île de cœur et de naissance, la Martinique. Et donc, là-bas, on dit la Martinique, on dit Madinina, entre autres. Et Mada, en fait, c'est une abréviation. Donc, du coup, c'est un petit coup de cœur Madawan, pour l'île de Martinique. Et vu que nous sommes dans un quartier où il y a beaucoup de shopping, c'est aussi un petit clin d'œil pour la jeune féminine, parce que Mada, c'est le diminutif de Madame. Donc, du coup, d'une pierre deux coups, ça a été fait comme ça. L'établissement régale environ 500 clients par jour en période estivale, que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner ou encore pour une douceur l'après-midi. Il va y avoir à la fois des classiques, mais retouchés par notre chef Marcel Ravin, accompagné de son fidèle complice Bertrand Duby. Et donc ils vont faire des petites touches de saveur, par exemple sur une salade César, ça va s'appeler salade Césaire, en hommage
à un artiste martiniquais. Et il y aura des petites touches avec du curry, il va y avoir des petites choses qui vont faire que du curcuma, que vous allez voyager et que ça va un petit peu casser les habitudes des best-of qu'on peut trouver ailleurs. Ici, le fait maison est privilégié et les prix sont accessibles. Bref, ce restaurant engagé a tout pour lui et séduit depuis son ouverture les ultra-locaux comme les touristes. On est à 2 pas du cœur de Monte-Carlo, de la place du Casino. On a un endroit, on va dire classé décontracté, avec un couvert moyen qui est abordable, autour des 35 € le midi. Et ça permet d'avoir un panel de clientèle assez large. Et c'est ça qui est bien aussi ici, c'est qu'en fait, ici, tout le monde se sent à l'aise. Que vous soyez monégasque, résident, travailleur, en vacances, vous êtes tous les bienvenus. Voilà la définition de la snackonomie, concept de restauration créé de toutes pièces par le chef Marcel Ravin et qui allie le savoir-faire gastronomique à la simplicité d'un lieu. Une formule gagnante que le guide Goemillo a récompensée en attribuant une toque, une belle surprise pour toutes les équipes. La Société des Bains de Mer ne manque décidément pas de projets. Cette semaine, une nouvelle table gastronomique a ouvert ses portes. Il s'agit de l'Abysse Monte-Carlo de Yannick Aleno. Au menu, la richesse de la Méditerranée et les traditions japonaises. En cuisine, un travail à 4 mains entre le chef triplement étoilé et Yasunari Okazaki. Voyez ce reportage de Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni. C'est un nouveau joyau de la gastronomie japonaise. L'Abysse Monte-Carlo invite à un voyage culinaire. À chaque plat, une œuvre d'art entre tradition et modernité. Les sushis sont préparés avec une précision millimétrée grâce au talent de ce maître sushi repéré par le chef étoilé Yannick Aleno. Yasunari est un des grands maîtres sushi d'Europe. Il vient du Japon évidemment, mais il y en a très peu en Europe, il faut le savoir. Il ne faut pas s'attendre à manger du black cod ou du saumon, vous voyez, puisqu'ici on ne sert que du poisson sauvage, on ne sert que des pièces extrêmement délicates et accompagnées d'un travail qu'on a fait avec mes équipes sur les émotions. On viendra chercher ici un autre voyage en fait. Donc Monaco est plein de belles réalisations festives. Ici c'est tout le contraire, je crois qu'on peut considérer un peu comme le Louis XV d'Alain Ducasse ici, mais avec la note japonaise évidemment. Donc c'est un restaurant gastronomique. Bois, marbre, travertin et velours, chaque détail a été pensé avec soin afin de refléter l'harmonie parfaite japonaise. La décoration crée une atmosphère intime et chaleureuse, propice à la dégustation des mets délicats préparés par les chefs. Sans véritable cahier des charges, l'Abysse a été imaginée par la talentueuse épouse du chef Aleno. Laurence n'est pas une femme à qui on dit quoi que ce soit, elle est libre de faire ce qu'elle veut et ça c'est génial. Et du coup, non, je ne suis pas intervenu évidemment, puisqu'elle a un talent que je n'ai pas et évidemment je trouve que ce qu'elle a fait est quand même somme toute assez émouvant, ça lui ressemble, c'est tout en discrétion, en finesse et en douceur, donc ça c'est ce qu'elle a, je crois, donné à ce lieu. Tout ce qu'on a voulu faire ici, en fait, c'est de célébrer les œuvres marines, les mers qui nous entourent et les terres qui nous entourent. Donc je crois que, d'après les premiers retours, les gens sont assez satisfaits. L'Abysse est plus qu'un lieu de dégustation, c'est une expérience sensorielle unique à découvrir à l'hôtel Hermitage. L'Académie de la mer a refermé ses portes vendredi. Après une remise de diplôme, c'est un colloque qui a marqué la fin de cette première session estivale. Cette formation permet d'assimiler les grandes problématiques environnementales et sécuritaires marines et comprendre le droit de la mer. La surpêche a notamment été largement évoquée, comme nous l'explique Christine Datomel sur des images de Thomas Deus. Un colloque qui a tenu toutes ses promesses. Nombreux sont ceux qui se sont intéressés au sujet phare de cet événement, aux dangers que représente la surpêche et les risques engendrés par celle-ci, d'où l'importance d'adopter une approche écosystémique à la gestion des pêches pour une exploitation durable. Les conséquences d'une surpêche peuvent être multiples. On peut parler dans certains cas de vraiment sécurité alimentaire pour des populations vulnérables. On peut parler aussi de pertes économiques majeures. Il
parce qu'une surpêche implique qu'on se dirige vers l'absence de poissons, l'effondrement d'un stock. Lorsqu'un stock est effondré, il y a une perte d'emploi, il y a des pertes de revenus pour les communautés qui dépendent de la pêche. Donc, c'est toutes sortes d'impacts possibles qui peuvent survenir dépendamment où on se trouve dans le monde. Les solutions à la surpêche, c'est d'instaurer des systèmes de gestion robustes. Il faut absolument rétablir la confiance des pêcheurs et puis des parties prenantes en général pour le système de gestion, puisqu'une surpêche vient souvent avec une composante de pêche illégale. Donc, si on est capable de faire arrêter cette pêche-là, soit par des moyens de surveillance ou soit par un rétablissement de la confiance des parties prenantes, ça, c'est un aspect qui est très important. Et bien sûr, pour qu'un stock qui est surpêché puisse revenir, bien, ça prend des conditions environnementales qui sont favorables. Ça, c'est un aspect qu'on ne contrôle pas. Donc, souvent, il faut se munir de patience également. L'après-midi a été consacré à la formation des gens de mer au service de la pêche durable et de l'économie bleue, aux impacts du changement climatique sur la ressource halieutique et de la pêche sur la mégafaune marine, ainsi qu'aux interactions entre la pêche et les cétacés. Ont également été abordées des thématiques telles que la gouvernance internationale des ressources, les droits de l'Union européenne en matière de pêche, ainsi que les actions françaises entreprises contre la pêche illégale, la coopération policière internationale et l'action judiciaire mise en place. Demain, le colloque se consacrera aux aspects de l'expérience monégasque du marquage des thons rouges et à l'ingénierie écologique au service de la restauration d'espèces avec l'exemple de la plateforme Stellamar. Et puisque l'on parle de la mer, plongeons à présent dans ce milieu fascinant. Une équipe de Monaco Info a suivi des passionnés de la mer, membres du club d'exploration sous-marine de Monaco. Plongée spectaculaire, rencontre avec la faune marine et partage d'une passion commune. Reportage signé Vanessa Dessy et Thomas Deus. Ici au milieu, il y a, en tout cas il y avait jusqu'à l'année dernière, une bouée. Créée en 1951, à une époque où la plongée se faisait connaître grâce au commandant Cousteau, le club d'exploration sous-marine de Monaco est un club de plongée dédié à la découverte et à la préservation des écosystèmes marins. Nichée en plein cœur du petit port de Fontvieille, l'association offre un havre de paix pour les passionnés de la mer. Chaque membre est guidé par une équipe de professionnels soucieux de transmettre leur amour pour le monde aquatique. Une association qui fait de l'exploration, donc pour le plaisir, et ensuite qui propose aussi des formations. On peut faire enfants et adultes. Pour les baptêmes, les enfants à partir de 8 ans. Les premières formations, c'est des formations qui peuvent se faire sur 6 plongées et qui permettent très rapidement d'être encadrés et de pouvoir profiter des fonds marins. Et on a cette chance à Monaco, c'est qu'on a des vrais fonds marins, puisqu'on est quand même dans les Alpes-Maritimes, et que très rapidement, on va découvrir un univers qui est complètement nouveau. Et on voit à travers les retours qu'on a et les sourires que il y a beaucoup de partage. Plongée d'exploration, formation certifiante et excursion nocturne, toujours dans le respect de l'environnement marin. Chaque descente est une aventure. La plongée, c'est l'art de s'immerger dans un monde silencieux où les couleurs et la vie marine révèlent des trésors insoupçonnés. C'est aussi une quête de sérénité, un moment de flottement où le temps semble suspendu. Expérimentés ou novices, les plongeurs découvrent ainsi une toute autre dimension. Un accueil très sympathique du club, vraiment une équipe chaleureuse. On a été gâtés par la météo. En plus, on a été sur un site avec un magnifique aquarium avec plein de poissons, des mérous, etc. J'ai eu beau plonger aux Caraïbes, en mer Rouge et tout ça, donc j'ai une petite expérience de la plongée. Pour autant, Monaco, je trouve que c'est un super site de plongée. C'était une très très belle journée. On avait sur le bateau des gens en formation, des plongeurs confirmés, et on a fait une très belle plongée sur le Cap Estel à Aise. Dans des conditions magnifiques. Écoutez, super impression entre père et fils, c'est une première plongée de débutants avec une équipe très accueillante, très expérimentée qui nous met vraiment à l'aise, donc très, très bonne expérience et super journée. Très bien, dans l'ensemble c'était parfait. En collaboration avec le service des sports de la mairie, le club d'exploration sous-marine de Monaco propose durant tout l'été une opération baptême de plongée au stade nautique Régnier 3.
Et dans l'actualité de ce week-end également, le retour de mission de l'association Cher qui était il y a quelques jours encore en Mauritanie. Depuis sa création en 2008, cette ONG a réalisé de nombreux projets, dont la création de salles de cathétérisme cardiaque à Nouakchott et Bamako. Elle a également rendu possible la formation de plus de 20 cardiologues et plus généralement de très nombreux professionnels de santé. Cette mission sur le terrain incluait des consultations et des formations notamment. Le docteur Bourlon, qui est à l'origine de la création de Cher, a été honoré par les autorités mauritaniennes qui ont tenu à saluer son dévouement exceptionnel. Passons aux prévisions météo et pour commencer la semaine de la meilleure des manières, quoi de mieux qu'un beau ciel bleu? Est-ce que ce sera le cas demain, Justin Hindel? Bonsoir Patricia, et oui, quoi de mieux qu'un beau soleil pour commencer la semaine, un temps similaire à ces derniers jours mais qui sera légèrement plus chaud, 23 à 29 degrés et un ressenti qui pourra atteindre les 33 degrés. Un UV de 8 est attendu, donc protégez-vous du soleil, ce ne sont pas les quelques passages nuageux qui vous protégeront. La mer, elle, atteindra une température de 24 degrés à la mi-journée. Demain, le soleil se lèvera à 6h01 et se couchera à 21h11. Donald, demain, c'est votre jour. Merci Justin, c'est la fin de cette édition. Nous nous quittons sur le flashback. Demain à 19h, vous retrouverez Émilie Rousseau. Passez une très belle soirée sur Monaco Info.